à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'Éco-Culture. Au programme aujourd'hui, des drones déterminent antipersonnels. C'est pour cette invention qu'un lycéen ukrainien fait la une de notre génération. Igor Klimenko est dans notre focus. L'idée derrière la tech, c'est Guillaume Gralet. Et Guillaume, avec toi aujourd'hui, on va voir que les footballeuses sont au pouvoir dans FIFA 2023. Ah bah, il était temps, hein. Mais en même temps, le jeu vidéo ne fait que refléter le retard qu'on avait pris dans les compétitions de foot professionnelles réelles dans la vraie vie en fait. Ballon au pied, Guillaume Gralet, ce sera tout à l'heure. La question du jour, justement, elle est liée à la proposition précédente. En France, 47% des gamers sont des gameuses, ouais, mais pourtant, elles ne représentent que 15% des professionnels du jeu vidéo. Et si le jeu vidéo, c'est la première industrie culturelle et créative dans l'Hexagone, avant même le livre, le cinéma et la musique, comment est-ce qu'on en fait un secteur plus inclusif? On va mettre game over les clichés sur les métiers du jeu avec 2 maîtres en la matière. Invincible Jane, c'est son nom de joueuse. Jennifer Lufo, vous êtes la fondatrice et la présidente d'Afrogameuse. Bonjour à vous. Bonjour. Vous nous donnez rendez-vous, et vous donnez rendez-vous aussi aux acteurs du gaming ce samedi 8 octobre. Ça se passe à la Cité des Sciences et de l'Industrie. 2e édition de Game Changers, le rendez-vous de l'inclusivité dans le jeu vidéo pour les pros et les étudiants. Yoann Rousset, vous êtes le directeur de l'EGS d'ailleurs, EGS. Bonjour à vous, Yoann. La première école unique en son genre, justement, elle est basée à Bordeaux et vous la définissez comme la première école d'e-sport-études en Europe. On va y revenir, ça tombe bien. Mais d'abord, focus. 2 brevets et une récompense mondiale. Les drones des mineurs d'Igor Klimenko ont le pouvoir de sauver des vies. Des robots de détection que ce jeune Ukrainien met au point depuis qu'il a 11 ans. Xavier Terrade revient sur le parcours de ce jeune talent de 17 ans maintenant. C'est sous des applaudissements mérités qu'Igor Klimenko a reçu le Global Student Prize 2022 fin septembre. Un prix que le jeune Ukrainien de 17 ans s'est empressé de brandir tout sourire en haut du Rockefeller Center à New York. Cette récompense s'accompagne d'une enveloppe de $100 000. Une somme qui devrait lui permettre de créer son entreprise et de produire à grande échelle son drone détecteur de mines, pour lequel il avait déjà déposé 2 brevets. Il permet de donner l'emplacement des mines antipersonnelles à moins de 2 cm. D'après les autorités ukrainiennes, 23% du territoire aurait été miné par l'armée russe et il faudrait 10 ans pour réussir à tout déminer. Si son invention est mise à contribution, Igor Klimenko espère que l'Ukraine pourra être déminée en 3 ans. L'action d'un inventeur qui a passé plusieurs semaines réfugié dans sa cave en février 2022, au moment où la guerre a éclaté pour parfaire ses quadricoptères équipés de détecteurs. L'engagement de l'Ukrainien, membre de l'Académie mineure des sciences d'Ukraine, et la mise à profit de son talent pour protéger son pays ne date pas d'hier. En 2014, le jeune Igor n'avait que 11 ans quand la Russie a envahi le Donbass. Le petit garçon avait alors déjà l'idée d'un drone démineur. Malgré son jeune âge, l'enfant avait été à l'époque suivi par un laboratoire ukrainien. 8 ans plus tard, cette innovation de celui qui est désormais étudiant en sciences physiques et mathématiques pourrait s'avérer déterminante à l'échelle mondiale. 110 millions de mines étaient déjà enterrées à travers 60 pays dans le monde avant même le début de la guerre en Ukraine. Grâce au Global Student Prize, Igor Klimenko compte bien donner accès à sa technologie à d'autres pays. Un peu plus tôt, celui qui enseigne les mathématiques avait déjà reçu la médaille d'or dans la catégorie junior à la 21e exposition technologique de Malaisie. Il y avait présenté Quadcopter Mines Detector, invention qui a la lourde mission de reconstruire l'Ukraine et bien plus encore. Et on a envie de dire merci Guillaume Gralet pour cette belle idée d'Igor Klimenko. C'est grâce à toi justement qu'on s'est intéressé de beaucoup plus près à ce très jeune innovateur ukrainien. Tu reviens d'ailleurs d'un reportage en Ukraine auprès des startups et de l'écosystème. Oui, alors en fait, je suis resté quelques jours dans l'ouest de l'Ukraine, donc c'est à Lviv en fait où c'est un peu moins difficile, beaucoup moins difficile qu'à l'est du pays. Mais effectivement, il y a plusieurs entrepreneurs qui sont retrouvés à une manifestation qui s'appelle IT Arena, pas moins de 1000 entrepreneurs, et on voit énormément de courage, c'est-à-dire beaucoup de sens de l'adaptabilité, c'est-à-dire que les entrepreneurs vont travailler dans différentes régions. À la campagne, aussi dans d'autres pays, la Moldavie, la Pologne par exemple, mais surtout, ils ont vraiment envie de se battre à la fois comme Igor pour mettre au point des armes
qui vont permettre de protéger la population, mais également parce qu'ils pensent que c'est grâce à une innovation technologique et économique bien que le pays pourra se redresser. Et évidemment, on continuera à suivre les développements de ces start-upers et start-upeuses ukrainiens et ukrainiennes avec toi. Mais tout de suite, athlète e-sport, programmeuse, game designer et designeuse, qui sont les nouveaux maîtres du jeu? On ouvre notre talk. Et pour parler justement de ces futurs talents de l'industrie du jeu vidéo, Jennifer Lufo, fondatrice et présidente d'Afro Gamers, est à mes côtés. Yoann Rousset également. Yoann, vous êtes directeur de l'EGS e-sport études basé à Bordeaux. On va y revenir. D'abord, je voulais vous soumettre un chiffre. Alors évidemment, vous le connaissez par cœur, ce chiffre-là. C'est celui du CEL, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, syndicat français s'il en est. En 2021, en France, le chiffre d'affaires du jeu vidéo s'est élevé à 5,65 milliards d'euros. Et puis, autre chiffre, tiens, celui du SNJV, le syndicat national du jeu vidéo, créé, lui, en 2012. Le jeu vidéo est la première industrie culturelle créative en France, devant le livre, le syndicat et la musique. Ça, c'est une bonne nouvelle, a priori. Sauf que, je le disais en introduction de cette émission, 47% des gamers sont des gameuses, Jennifer. Et on arrive à compter parmi les professionnels du jeu vidéo que 15% de femmes. Il n'y a pas quelque chose qui cloche quand même, la maman? Clairement, il y a une grosse divergence, une grosse différence entre les chiffres qui reflètent la réalité et le nombre de professionnels qu'on arrive à retrouver dans l'industrie. Il y a plusieurs raisons à ça, à mon avis. C'est le fait que déjà, quand on est fille, en fait, dans notre société, on ne nous sensibilise pas forcément au métier de la tech. On ne nous pousse pas forcément non plus à consommer le jeu vidéo. Donc, quand on grandit avec ces choses, on n'arrive pas forcément à se projeter plus tard dans cet univers. Donc, il y a un gros travail de sensibilisation et d'éducation à faire avec les filles pour qu'elles se rendent compte déjà des métiers qui existent dans l'univers, mais aussi qu'elles ont réellement un avenir. Et donc, pour faire ça, il faut leur montrer des rôles modèles, il faut aussi les éduquer, il faut démocratiser en fait le fait que toutes les femmes, de quelles que soient leurs origines et quelles que soient d'où elles viennent, peuvent intégrer le secteur. Et c'est ce que vous faites avec Afro Gameuse, une association, une initiative montée en 2020, en plein confinement, si je ne m'abuse. Tout à fait, c'est exactement ça. Oui, alors Afro Gameuse, c'est une association que j'ai montée et qui provient de ma propre expérience, puisque à la base, moi, je suis joueuse depuis mon enfance et j'ai beaucoup joué étant ado aussi. Le jeu vidéo a une grande place dans ma vie et c'est vraiment, malheureusement, à cause de la toxicité que j'ai pu vivre étant adolescente, que j'ai voulu mettre sur la table le sujet de la haine, de la toxicité qui peut être parfois banalisée dans le secteur. Et donc aujourd'hui, Afro Gameuse, c'est une association qui est majoritairement composée de femmes afrodescendantes, parce que j'avais envie déjà de retrouver d'autres personnes qui me ressemblent dans le domaine, mais j'avais aussi envie de les guider, d'apporter mon aide et du soutien pour qu'ensemble on évolue plus dans cette industrie. Et on va revenir justement à vos actions, à vos initiatives, notamment ce samedi à la Cité des Sciences et de l'Industrie avec Game Changers. Un autre game changer autour de cette table, c'est vous, Yoann Rousset, évidemment, vous êtes le directeur. Oui, Yoann Le Dirlo, tiens, sur Instagram, je dénonce. Vous avez lancé en 2019. Juste avant le confinement. Cette première école e-sport études en Europe, elle est basée à Bordeaux, elle s'appelle l'EGS. C'est justement une école qui veut s'adapter à une nouvelle génération d'étudiants quelque part, aller un peu à contre-courant, gamifier les parcours et les programmes, parce que là aussi on a besoin d'aller chercher des talents qui peut-être ne réfléchissent pas comme les autres, et tant mieux. Exactement, on est parti d'un constat en 2019, alors je n'étais pas à mon premier coup d'essai, j'avais déjà une autre école qui s'appelait La Piscine dans le numérique. Et en partant de là, on est parti sur le constat que le jeu vidéo n'était pas ou peu encadré et que, par exemple, ce dont on vient de parler sur l'accompagnement des jeunes femmes à entrer dans ces métiers-là n'était pas du tout porté. Autant que l'accompagnement des jeunes hommes à ne pas être macho, puisque je pense qu'on pourrait y revenir, mais c'est un sujet aussi, on a vu, qui vous touche beaucoup. Et j'ai créé l'école, le GS, pour pouvoir accompagner le développement de l'e-sport. L'idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, vous accompagnez justement ces futurs talents de l'e-sport, quels qu'ils soient. On peut parler d'athlètes, de joueurs et de joueuses, mais aussi on peut parler des professionnels du design, du marketing, de l'UX. On va y revenir avec les grandes familles de métiers du jeu vidéo dans un instant, mais vous les accompagnez, 45 coachs à leur côté justement et mentors pour pouvoir les aider dans l'ensemble de leur parcours. C'est important justement de les épauler tout au long de ces apprentissages. C'est essentiel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous êtes face à une génération qui
d'autant plus quand elle est tournée vers le jeu vidéo, qui a été, on en parlera sûrement, un refuge aussi pour se développer, pour s'émanciper, pour avoir un espace de vie. On se retrouve... Pardon. Non, je vous en prie, allez-y. Je m'arrange avec mon oreillette en même temps et avec Édouard Degnaud qui est dans mon oreille, mais allez-y. Je me dis, il faut que j'arrête. Non, mais pas du tout, mais allez-y, vous êtes ici chez vous. Donc on se disait que effectivement on est là pour les accompagner, c'est important parce que cette génération a besoin d'un cadre, a besoin d'un système. Et aujourd'hui, l'e-sport n'était pas encadré du tout à ce niveau-là, et c'est ce qu'on a essayé d'apporter, mais aussi sur les métiers numériques et transverses, puisque vous l'avez dit, le secteur de l'e-sport c'est un très gros secteur, c'est de plus en plus gros, c'est le premier de la culture, mais il n'y avait pas d'accompagnement à la fois sur le côté joueur, mais sur le côté numérique et développement de la partie professionnalisante comme dans le sport. Donc il y a aussi la volonté de retrouver des métiers un peu plus traditionnels comme le développeur, le designer ou les gens qui travaillent dans le marketing dans cet écosystème. Et donc on leur permet à la fois de tenter leur chance en e-sport études, ok, mais de l'autre côté d'être sûr à un peu plus de pourcent que la chance dans l'e-sport d'avoir un métier derrière. Au lancement de l'EGS, vous accueilliez en 2019 120 étudiants. Combien d'étudiants Petite erreur de chiffre, on en a accueilli 60 la première année. Alors, c'est votre site qui donne les mauvaises informations, partez-moi vous le dire. On est là, on est dans les fake news. Non, on en a accueilli 60 au tout début, la première rentrée qu'on a fait. Aujourd'hui, on en a un peu plus de 200. D'accord. Et combien d'étudiantes sur les 200 ? Combien d'étudiantes ? Malheureusement, trop peu. On en a peut-être, 6% grand maximum. Mais c'est bien, au moins vous le reconnaissez. Ouais. Et l'idée, c'est de pouvoir essayer de trouver les bons drivers, les bons arguments qui vont faire que, justement, ces jeunes femmes, ces jeunes filles vont pouvoir, Jennifer, rallier le jeu vidéo et surtout les formations pour en devenir des talents en part entière. Comment est-ce qu'on identifie justement les freins qui empêchent parfois peut-être ces jeunes femmes, ces jeunes filles qui sont gameuses, qui sont des athlètes de e-sport ou de futurs aussi game designers ou des futurs pros du marketing, comment est-ce qu'on les aide justement à sauter le cap ? En fait, je pense qu'il y a un gros souci de manque de confiance en les filles qui jouent aujourd'hui. Déjà, il y a beaucoup de jeunes femmes qui ne vont pas se reconnaître, qui ne vont pas se revendiquer comme étant des gameuses, parce qu'elles vont se diminuer. En fait, elles vont se dire « Oh bah, je joue, mais en fait, je joue que à tel type de jeu. » Ou alors « Oh là là, en fait, je ne joue que occasionnellement. » Alors qu'elles sont des gameuses tout court. Si on demande au studio, il existe plusieurs catégories de joueurs et de joueuses, et elles appartiennent à ces catégories. Donc déjà, c'est les rassurer et leur dire qu'elles peuvent tout à fait revendiquer le fait d'être effectivement des joueuses. Ensuite, il y a tout un travail effectivement de mise en confiance à faire parce que les femmes font face à ça dans le monde de la tech et dans plusieurs autres domaines où elles ne se sentent pas forcément légitimes à candidater à des offres d'emploi, à se mettre en avant, à bien se vendre aussi. Donc, il y a tout un travail de sensibilisation et d'accompagnement et je pense que si c'est effectivement quelque chose que vous faites dans l'école, c'est un travail qui est effectivement nécessaire. Donc, nous, avec Afrogameuse, l'objectif, c'est déjà d'avoir une discussion au quotidien. On a créé une plateforme qui va permettre de s'entraider et de discuter des problématiques qu'on vit au quotidien, effectivement concernant la toxicité, mais aussi comment on fait pour aller plus loin, comment on fait pour aller au-delà de ça. Et donc ça va résulter en le fait de mettre en avant des rôles modèles. Donc lorsqu'on organise des événements, lorsque on va mettre en place sur notre site une page qui va s'appeler Elles font le game. Ouais. Et cette page-là, elle va justement mettre en avant des femmes qui travaillent dans le jeu vidéo, qui peuvent devenir des intervenantes pour un quelconque événement ou même devenir consultantes pour des studios en manque de talent. Et on va aussi mettre en avant des créatrices de contenu, des streameuses, qu'on ne voit pas tant que ça non plus finalement sur Twitch notamment. Et on se rend compte que tout ce travail de mise en avant de rôle modèle est hyper important parce que c'est vraiment important pour ces femmes-là de se projeter vers l'avenir. Absolument, Guillaume. Ouais, en fait, j'ai l'impression qu'on dit la même chose un peu que dans le monde du jeu vidéo que dans l'informatique. C'est-à-dire qu'on a vu énormément de femmes pionnières dans l'informatique. Ada Lovelace, on en parle souvent avec Marjorie, qui est considérée un peu comme l'ancêtre de la programmation informatique. On a vu énormément de femmes jouer un rôle dans l'informatique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et on a l'impression qu'on recule. Et c'est un peu la même chose dans le jeu vidéo. Alors, on en parlera peut-être un peu tout à l'heure. Il y a aussi tous les stéréotypes lorsqu'il y a des femmes gameuses ou des femmes héroïnes de jeux vidéo. Donc, on a l'impression que le chemin est encore plus long à parcourir qu'il y a 5 ou 10 ans. Tout à fait, alors que les femmes étaient là dès le départ en fait. Donc on se demande où est-ce que ça a cafouté, pourquoi est-ce qu'elles ont disparu entre-temps. En fait, elles sont toujours là. Simplement, il y a aussi peut-être une volonté de les invisibiliser à un moment donné. Donc voilà. Il y a peut-être un petit peu de machisme aussi, si je ne me trompe pas. Nous, on le vit au quotidien avec des étudiants. On a beaucoup d'étudiants masculins.
On veille au grain, clairement, parce que c'est essentiel pour nous et c'est important, mais ils débordent très vite, quoi. C'est-à-dire que c'est très facile pour eux de démarrer, de partir sur des blagues misogynes, etc., ce qu'il ne faut absolument pas tolérer. Et je crois que c'est aussi un gros frein dans ce domaine-là. Tout à fait, une vraie éducation à faire autour des garçons aussi, parce que malheureusement, c'est quelque chose qui s'est banalisé. Et ça, c'est particulier au secteur du jeu vidéo, où on normalise en fait la toxicité, et c'est pas normal. Notamment par certains scénarios, par certains gameplays qui vont du coup adouber plutôt des stéréotypes, des clichés, notamment sur des héroïnes féminines. Ça fait aussi partie de cette éducation en contre-courant à l'EGS. On a bien compris cette envie de mieux éduquer, de mieux accompagner aussi le changement de comportement et de mindset des étudiants garçons qui vous rejoignent. Est-ce qu'il y a aussi l'idée de se dire, OK, cette question d'éthique, de transparence, de meilleur rapport au gameplay, au scénario et à la façon dont on va utiliser ces rôles modèles et ces héroïnes féminines, ça fait aussi partie de l'éducation qu'on doit donner à ces futurs talents du jeu. Ça démarre à l'école avant tout. Ah mais ça démarre à la naissance. Alors ça, c'est le rôle des parents, mais nous, quand on peut reprendre le rôle à l'école, on le reprend. Mais c'est clair que ça fait partie des choses qu'il faut leur transmettre. Et on vous le disait tout à l'heure, on a une génération qui est peut-être sur des problèmes de confiance en ce moment, donc on travaille énormément dessus. Et c'est essentiel de leur injecter cette dose de confiance, cette dose de compréhension de leur écosystème, et finalement de remettre l'humain au centre de toute la démarche, que ce soit chez nous ou ailleurs. L'idée, justement, c'est de pouvoir le faire avec quel type de parcours pédagogique, quel type de cursus, dont les 45 coachs certifiés et mentors qui accompagnent ces 200 étudiants aujourd'hui à l'EGS. Concrètement, on va permettre d'avoir quel type de contenu ? Alors on va avoir tout type de contenu. On va avoir des contenus sur les métiers numériques et sur la partie e-sport. Sur la partie sport, on va parler de leur jeu, de préparation mentale, de préparation physique, de préparation cognitive aussi. Et sur la partie académique un peu plus traditionnelle, on va être sur des métiers de développeur, de designer. Et en fait, on va distinguer, je dirais, deux parallèles. Le côté académique où on va leur enseigner, leur transmettre des compétences, et le côté humain où en fait, je pense que ça vient plutôt de la manière dont on fait l'école, dont on la gère, qu'on arrive à transmettre ces valeurs-là plutôt que de la simple pédagogie, d'avoir un tableau numérique, une salle de cours de tel type. C'est plutôt sur les valeurs humaines qu'on prône qui vont permettre en fait d'accompagner cette évolution-là. Et puis quand on parle de gamification du parcours, c'est parce qu'aussi on conçoit finalement ces apprentissages à l'EGS comme un jeu en soi. Il y a des modules d'enseignement qui sont répartis sur 10 îles avec des quêtes à accomplir sur chacune d'entre elles. Alors, je ne sais pas si ça va être extrêmement parlant, parce que sans le voir, c'est peut-être plus compliqué, mais on s'est dit, à bas les promos, à bas les salles de classe traditionnelles, à bas l'hétérogénéité des niveaux, puisqu'en fait, quand vous avez une salle de classe, vous avez peut-être une personne qui est en avance, une personne qui est un peu moins à l'aise et qui a besoin de plus d'accompagnement. Et on a effacé tout ça et on s'est dit, OK, on va mettre un jeu, un open world, un monde ouvert, dans lequel chaque étudiant va rentrer. Et dans ce monde-là, il va pouvoir évoluer à son rythme, accompagné par des mentors et des coachs, comme vous l'avez dit, au travers de compétences qui sont métiers, mais aussi des compétences qui sont humaines, puisqu'on a aussi des challenges. Chez nous, par exemple, vous pouvez très bien aller donner du temps humanitaire à une association, ce qu'on a fait à la rentrée, et vous serez récompensé pour ça, félicité. Vous voyez. Et donc tout ça, ça vient aussi rentrer, ce qu'on s'est dit tout à l'heure, de comment on arrive à rentrer dans l'éducation des jeunes pour leur permettre de retrouver des vraies valeurs. Jennifer, ça fait partie des propositions qui peuvent justement aider à faire tomber les barrières entre les talents féminins, les talents qui voudraient justement pouvoir être plus inclus à l'industrie du jeu. Oui, je pense que c'est nécessaire d'avoir effectivement cet accompagnement, surtout pour des jeunes filles qui se construisent, parce que énormément de jeunes se construisent à travers le jeu vidéo. Donc c'est important d'avoir cet accompagnement. Et puis après, dans les écoles spécifiquement, je pense qu'il y a un vrai besoin, justement parce qu'on sait que les filles sont en minorité, il y a un véritable besoin de réassurance, en fait, de les réassurer, mais surtout aussi de promouvoir en tout cas une culture plus inclusive, parce que l'école, c'est là où ça commence, mais lorsqu'elles vont également se diriger plus tard vers les studios, il va falloir aussi assumer leur place une fois là-bas. Donc ça commence effectivement à travers leur éducation à la maison. Ensuite, ça continue vers l'école. Et après, une fois qu'elles ont dans ces studios, il faut aussi assurer qu'elles se sentent effectivement intégrées, qu'elles se sentent écoutées et qu'elles se sentent respectées, en fait. Et ça, malheureusement, c'est des choses qu'on remarque aussi, c'est que les studios ne sont pas forcément tout à fait... ils sont pas forcément prêts, en fait, à accueillir ces femmes. Donc, il y en a de plus en plus qui ont envie de les recruter, mais une fois qu'elles sont là, ils savent pas comment gérer non plus
plus, puisqu'on remarque qu'il y a énormément de turnover, beaucoup de femmes qui quittent la tech de manière générale. Pourquoi est-ce qu'elles quittent? Parce qu'elles ne sont pas suffisamment prises en charge, quoi. Et justement, ces métiers, ces familles de métiers du jeu vidéo, on y revient dans la deuxième partie de notre talk, mais d'abord on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le Zap avec Édouard Degnaud qui n'est pas dans mon oreillette cette fois-ci, mais qui sera justement devant votre écran. All right, whenever you're ready. Now you want to work. Now you want to work. Oh, do you want to know the time? What? 4.746. We would have won. No. Et on est de retour avec un peu d'effroi, on va pas se mentir, sur le plateau de l'école du futur après ces images de robots. On continue à parler justement de la façon dont on peut inclure les talents, tous les talents dans l'industrie du jeu vidéo avec Jennifer Lufo, fondatrice, présidente d'Afrogameuse, et Johan Rousset, directeur de l'EGS e-sport études, la première école en son genre en Europe basée à Bordeaux. Mais d'abord, Guillaume Gralet a une idée derrière la tech. Et Guillaume, avec toi, on revient sur l'année 1917 et pourtant on va quand même parler de footballeuses et de jeux vidéo et d'e-sport. Oui, en fait, il a fallu attendre très longtemps pour qu'on puisse parler de matchs féminins. Là, je vais d'abord commencer par vous parler du vrai foot. Là où il y a des footballeurs sur des terrains avec du gazon, etc. Parce que vous allez voir, c'est extrêmement révélateur de l'évolution qu'on a vue également dans le jeu vidéo. En réalité, il a fallu très longtemps pour qu'on accepte que des femmes jouent au foot comme les hommes, alors qu'elles y jouaient depuis la fin du 19e siècle. Et je vous passe même l'année 1941, où en fait la pratique du foot a été tout simplement interdite dans l'Hexagone pour les femmes. Le football était alors jugé nocif pour elles. Et au niveau international, il a fallu attendre 1991 pour que la FIFA reconnaisse qu'il faut mettre au point une compétition officielle, la Coupe du monde de football féminin et le championnat d'Europe de football féminin. La France, l'Angleterre, le Danemark et l'Angleterre étaient un tout petit peu en avance en 1969, mais il n'y avait pas encore de Coupe du monde. Et pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce qu'on a vu pour la première fois avec FIFA 2023
une femme apparaître. Ça t'a interpellé également, Marjorie, sur cette couverture avec Kylian Mbappé. Alors ça m'a interpellée en l'occurrence plutôt de façon positive parce qu'on le voit sur la jaquette de FIFA 23, Kylian Mbappé aux côtés de la joueuse de foot australienne Sam Kerr. Ils tiennent justement la vedette et l'affiche tous les deux. C'est en effet la première fois que EA Sports ose mettre justement sur la couverture d'un de ces jeux. Et quel jeu, c'est vraiment un hit global, une joueuse à côté d'un joueur. Oui, voilà, c'est-à-dire que il a fallu énormément de temps pour que le football féminin soit reconnu comme une discipline mondiale, avec une Coupe du Monde, une Coupe d'Europe. Eh bien, c'est un peu la même chose, même si effectivement, il faut saluer, parce que là, on voit les deux stars se partager la vedette sur FIFA 2023. Alors, Sam Kerr, c'est quand même une super joueuse, donc, qui est née en Australie, tu as raison, elle a commencé dans l'équipe de Perth, elle a joué également aux États-Unis, elle a eu le Women's Super League, elle a remporté. Qui d'autre que Sam Kerr, se sont demandés, notamment le club de la joueuse où elle joue en ce moment, c'est-à-dire Chelsea. Donc c'est pas totalement anodin et c'est vraiment une famille sportive qui a vraiment, c'est un bon choix pour résumer. Ceci dit, voilà, comme je dis, ça arrive un peu tard. Ça arrive un peu tard, ça arrive peut-être tellement tard que certaines marques ont décidé finalement de rentrer dans la partie, de faire des passements de jambes et de faire des petits tacles, tiens, justement, à EA Sports. Ouais, c'est ça que je trouve très intéressant, c'est notamment la marque Dove qui vient de lancer une compétition sur Roblox qui est réservée aux 8-16 ans. Et là, on voit des personnes qui ne ressemblent pas forcément aux stéréotypes, on en a parlé tout à l'heure, pas forcément à Lara Croft, des personnes qu'on pourrait croiser dans la vie, dans la vraie vie, j'ai envie de dire, de tout type de peau, de tous âges, de toute corpulence. Et c'est vrai que ça fait du bien. C'est une initiative qui s'appelle Super You Stories. C'est pour faire rentrer la réalité dans le monde du jeu vidéo. C'est rafraîchissant. Et en fait, l'idée, c'est pour que les adolescents, les personnes qui se cherchent, qui ne correspondent pas forcément aux stéréotypes qu'ils retrouvent face à leur console de jeu, eh bien, puissent s'y retrouver cette fois-ci dans le monde du jeu vidéo. Et justement, cette place, notamment des femmes dans le monde du jeu vidéo, c'est aussi un combat, celui de la joueuse pro Kayane, qui s'emploie à casser quelques clichés en règle. Tiens. Oui, en fait, j'ai trouvé ça intéressant de rappeler quelques propos de Kayane que j'avais interviewé il y a quelques mois. Et en fait, elle dit il y a plusieurs clichés à casser dans le monde du jeu vidéo. D'abord, effectivement, augmenter la représentation des femmes, de tout type, des hommes, de tous les âges. Il faut arrêter d'avoir un seul type, stéréotype de joueur. Et puis, il faut aussi arrêter de dire que le monde du jeu vidéo, eh bien, c'est fait pour ceux qui ne veulent pas faire de sport. Bien sûr, il faut faire attention au risque d'assèchement des yeux, de douleur au poignet ou encore d'hypersensibilité à la lumière. Il y a plusieurs astuces pour lutter contre ça. Le manette elbow. Voilà, exactement. Il faut garder une certaine distance face à l'écran. Mais en dehors de ça, elle explique que ça m'a permis à la fois de faire du sport. Elle me montrait un petit peu tous les entraînements qu'elle fait au quotidien. C'est-à-dire que c'est digne d'un très grand sportif. Et puis surtout, ça ne va pas forcément vers l'isolement. C'est-à-dire elle explique que ça m'a permis de rencontrer des personnes du monde entier. Je me suis fait des amis dans le monde entier. Je me suis senti moins seul. Donc, je trouve que c'est une certaine fraîcheur. Donc, si on pouvait peut-être ouvrir davantage le jeu vidéo, comme le fait aujourd'hui EA Sports avec le jeu FIFA 2023, et puis nous faire casser quelques clichés, ça peut nous faire du bien. Et on le fait justement aujourd'hui avec Johan et avec Jennifer sur ce plateau, avec toi aussi, Guillaume. Johan, je vous voyais un peu vous étouffer pendant notamment la chronique de Guillaume. Ça n'a rien à voir avec le Covid, je m'étouffais complètement. C'est parce qu'en plus, Kayane, en dehors de casser des clichés, elle casse très bien aussi les autres joueurs sur les jeux vidéo, puisqu'elle est très très forte en jeu de combat. Ouais, elle est très bonne. Et effectivement, on parlait sport et c'est quelque chose qu'on a compris depuis longtemps. On a intégré une salle de sport chez nous dans l'école et on a des coachs sportifs et ils sont obligés, s'ils veulent avoir une carrière en tant que cyberathlète, d'y passer. Quoi. Dans les sportifs, il y a sportifs, Jennifer. Évidemment. En fait, là, le témoignage de Kayane, moi, je me retrouve complètement dans ce qu'elle dit, outre la partie professionnalisante, parce que je ne suis absolument pas aussi douée qu'elle, mais elle exprime un besoin, et c'est vrai qu'à elle seule, elle représente quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours, en fait. Donc, grâce à son existence et grâce à son incroyable parcours, je pense qu'elle apporte beaucoup d'espoir, et on en a clairement besoin. Les athlètes du e-sport, on continue à en parler dans la deuxième partie de notre talk. On va aussi parler de ces grandes familles, justement, de métiers au sein de l'industrie des jeux vidéo dans laquelle tous les talents, évidemment, sont appelés au renfort.
effet, il y a 5 familles, 5 grandes familles de métiers dans le jeu vidéo. C'est pas moi qui le dis, en l'occurrence, c'est le NCNJV, le syndicat national du jeu vidéo, un syndicat qui s'est créé en 2012, fédéré même en 2012, pour permettre à l'industrie du jeu vidéo française, là aussi, de comprendre comment elle pouvait se structurer, car elle brillait déjà depuis de nombreuses années sur la scène internationale. En tout cas, le SNJV nous dit qu'il y a 5 familles. Pour simplifier les choses, là aussi, l'idée, c'est de pouvoir mieux informer les jeunes, les familles, de leur orientation possible, de la carrière qu'ils peuvent embrasser avec cette première industrie culturelle, justement, en France et au monde. Ces 5 familles, il y a 50 métiers en tout. D'abord, les métiers du management sont les chefs d'orchestre de la production du jeu. Et les métiers du design, les professionnels de la conception du jeu. Les métiers de l'image et du son, là, il s'agit de rendre le jeu visuel et esthétique. Les métiers de la tech, ça va être les programmateurs et les programmeuses, évidemment. Ah oui. Les métiers de l'édition et du support pour commercialiser, pour distribuer ces jeux. Et Johan, vous rajoutez une 6e famille, si j'ose dire, à ces familles, et c'en est une à part entière, c'est celle des métiers de l'e-sport. Exactement. Après, c'est vrai que les métiers de l'e-sport ne sont pas forcément corrélés au développement du jeu ou à la conception d'un jeu. Ils sont à part, c'est les utilisateurs. Ce sont les utilisateurs qui sont touchés. Mais c'est vrai que ça rajoute une corde supplémentaire, puisque c'est aujourd'hui des métiers que les jeunes visent, ont envie de pratiquer. Alors, dans l'e-sport, on va aussi mettre toute la notion d'entertainment. Vous me dites si je me trompe, mais tout ce qui va être création de contenu, YouTube ou autres influenceurs. Et aujourd'hui, ce sont des métiers qui attirent énormément les jeunes hommes comme les jeunes femmes, mais qui sont incompréhensibles pour les parents. Et ça, c'est un vrai fléau, pour le coup. C'est là-dessus qu'on a un gros travail d'éducation à faire et on est obligé de leur expliquer déjà ce que c'est que le numérique, puisqu'on a une forme de fracture numérique qui s'est créée. Hein. Je ne veux pas lancer de clichés, mais entre une maman d'une 50aine d'années et son jeune de 18 ans, il y a un gap interstellaire de compréhension de l'usage du numérique. Et donc, comment comprendre un métier si on ne comprend même pas la techno qui le soutient. Oui, ce que vous dites, en général, on va parler du e-sport et représenter, illustrer justement les métiers du e-sport plutôt autour des joueurs pros, des coachs, des streamers, des streameuses, des youtubeurs et des youtubeuses. Mais la réalité, c'est que c'est beaucoup plus large que ça. Comment est-ce que justement vous l'expliquez de façon très simple aux parents qui pourraient se poser la question? Alors, on le compare souvent au sport. Pour faire très simple, on le compare souvent au métier du sport, puisque dans l'e-sport, vous allez retrouver dans le management des agents, vous allez retrouver dans la partie graphique des designers pour créer les sites, les visuels, les équipes, pour animer les réseaux sociaux des community managers. Donc en fait, on retrouve tout un écosystème de métiers dans le monde de l'e-sport, dans le monde de cette partie du jeu vidéo. Et donc on fait souvent le parallèle avec le foot et on explique que devenir Lionel Messi, c'est très bien, mais il y en a un sur 1 million, 99,9 autres % feront autre chose et pratiqueront sûrement des métiers qui sont connexes et pas forcément celui de joueur de haut niveau. Quand vous l'expliquez justement aussi, Jennifer, aux étudiantes qui viennent vous rencontrer, soit sur le site d'Afrogameuse, soit lors des événements que vous organisez, notamment, ça va être le cas ce samedi à la Cité des Sciences avec Game Changer, vous leur en parlez comment de ces métiers justement de jeux vidéo ? Je pense que le moyen le plus simple de le faire, en fait, c'est d'inviter des personnes, surtout à travers des événements, qui viendront directement parler de leur parcours. Donc, c'est un travail qu'on fait déjà en ligne sur Twitch à des moments clés. On a un événement qui s'appelle Gaming Queens qu'on réalise en mars et qui est en fait un marathon de plusieurs heures où on va inviter plusieurs femmes qui travaillent dans le jeu vidéo pour venir expliquer leur métier. Donc, souvent, c'est des narrative designers, des level designers, des game designers, des programmeuses, des streameuses, des créatrices de contenu. Donc, je pense que le meilleur moyen, c'est justement de les ramener sur place, en fait, et pour qu'ils aient, en fait, ce dialogue directement. Moi, j'en parle, moi aussi, parce que moi-même, je travaille dans le jeu vidéo, je travaille dans les métiers du support, pour le coup. Et justement, je trouve qu'il est important de rappeler le fait qu'on peut très bien partir d'un parcours conventionnel et atterrir dans le jeu vidéo. C'est mon cas, et c'est le cas de beaucoup de personnes qui à la base, ne se destinaient pas forcément à cette industrie. Donc, on a vraiment l'impression que c'est une industrie, au final, assez fermée et hyper spécifique. Mais en fait, on peut tout à fait entamer une reconversion, on peut tout à fait arriver dans le domaine à travers plein de voies différentes. Donc ça, c'est aussi important de le rappeler. Guillaume, tu bois les paroles de Jennifer, j'ai l'impression que tu vas toi aussi te reconvertir dans le jeu vidéo. Je connais une bonne école. Je suis un vieux mal blanc. Si Johan peut t'aider. Ça peut m'intéresser. Non, c'est ça que je trouve très sympa, c'est qu'il n'y a pas un parcours classique, en fait. Pas encore. J'espère que ça restera comme ça. Je crois que c'est la base justement de ce système-là, c'est dans l'ADN. Ouais. Ils se sont, pour revenir dans leur histoire, on sait tous, parce que je suis joueur aussi, on s'est tous cachés du jeu parce que c'était mal vu, parce qu'on a été extrêmement décriés. Et en fait, ça a créé un maillage qui est
incompréhensible et invisible pour l'homme lambda, quoi, la personne lambda. Et du coup, quand Kayane dit qu'elle a des amis partout dans le monde, elle a aussi des amis au travers de Discord, qui est un outil qu'elle utilise pour communiquer. Enfin, c'est un maillage complètement invisible, une forme de société secrète, quoi, j'ai l'impression. C'est assez sectaire, mais en même temps... ça reste assez réaliste, quoi. La Ligue des gamers extraordinaires et des gameuses aussi extraordinaires, bien évidemment. L'idée, c'est aussi de se dire que cette pluralité de métiers, 5 familles de métiers, 50 métiers par quasiment sur l'ensemble de ces familles-là, ça permet aussi d'avoir plein d'angles finalement pour pouvoir entrer dans l'industrie du jeu. On voit qu'il y a tout un tas de métiers qui vont encore une fois du design à la commercialisation, à la stratégie des studios, en passant par là aussi la partie d'e-athlète. C'est forcément aussi des professions qu'on va aborder avec des formations, vous le disiez Jennifer tout à l'heure, qui peuvent être relativement classiques, où on peut aller chercher des moutons à 5 pattes avec le JS, pour avoir aussi cette idée de se dire qu'on va aller chercher des profils différents. Il y a aussi quelque chose qui est fondamental. Attendez, les métiers du jeu vidéo, ça rapporte de l'argent. Oui. On gagne très bien sa vie dans l'industrie du jeu vidéo. C'est tabou de parler des rémunérations ou au contraire, il faut le faire encore plus souvent? Jennifer. Moi, je suis complètement partisane du fait d'être absolument transparent de manière générale, pas que dans le jeu vidéo. C'est vrai que le jeu vidéo est l'industrie la plus lucrative aujourd'hui en termes de divertissement dans le monde au final. Donc ça prouve qu'il y a de la place à prendre puisque c'est toujours un secteur qui continue de recruter. C'est un secteur qui est encore jeune, qui est toujours hyper dynamique. Au niveau des rémunérations, je pense qu'on peut encore mieux faire, honnêtement. C'est surtout les gros studios qui vont recruter le plus de monde, mais malheureusement, à mon sens, ils ne payent pas assez leur talent au final. Et c'est aussi pour ça qu'on va observer beaucoup de turnover, beaucoup de personnes qui quittent la France pour aller à l'étranger travailler dans le secteur. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose de dommage, surtout quand on veut attirer des talents divers. Et pourtant, ces talents divers, ils sont nécessaires parce qu'on est dans une industrie qui est créative et donc qui nécessite la richesse de ces talents divers pour avancer. Johan, la rémunération et l'employabilité, je sais que c'est 2 propositions sur lesquelles vous misez beaucoup aussi pour donner corps justement aux études, au parcours des étudiants qui vous rejoignent. Là aussi, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre pour les familles, souvent, parce que les jeunes ne sont pas forcément attirés par des rémunérations. Ils sont attirés par des parcours, des plaisirs, des expériences de vie, mais ils ne pensent pas tout de suite au salaire ou à l'emploi qu'ils vont faire. Et ça, c'est aussi important, parce que vous dites que ça peut être important. C'est assez tabou, je trouve, quand même, dans la création de contenu, le salaire. C'est-à-dire, c'est assez fermé, on n'en parle pas. Mais pour les jeunes, ce n'est pas la priorité, j'ai l'impression. C'est vrai qu'il y a beaucoup de passionnés, en fait. Et je trouve que, malheureusement, le monde du jeu vidéo, parfois, va s'en servir. C'est qu'ils savent qu'il y a énormément de passionnés qui ont envie de rejoindre l'industrie et par tous les moyens, au final, et qui vont donc s'approprier ces talents, mais au final, les accompagner pendant quelques années. Avec le temps, ces talents vont se rendre compte qu'ils ne sont pas au niveau de vie qu'ils auraient espéré être et malheureusement vont finir par partir. Donc il y a tout un travail en fait pour retenir les talents dans le jeu vidéo. Une petite anecdote là-dessus. Avec plaisir. On accompagne souvent les étudiants, très rapidement, à signer leur contrat pro ou à essayer de voir comment ils peuvent s'investir auprès de structures. Et on voit fréquemment passer des contrats CDI de bénévolat. C'est-à-dire qu'en gros, ils doivent 35 heures du CDI de bénévolat. Bénévolat en CDI. Voilà, 35 heures. Décidément, l'industrie du jeu est extrêmement inventive. Donc, c'est très inventif. Alors, bien entendu, on les guide à ne pas tomber dans le piège. Mais effectivement, pas mal de gens essaient de profiter de leur passion pour en faire quelque chose pour eux et créer de la valeur pour eux. Ce qui n'est pas forcément toujours bien vu. Guillaume. Oui, c'est vrai qu'il y a énormément de passionnés, puis il faut absolument récompenser l'esprit créatif. Il y a une tendance qu'on m'a décrite il y a quelques semaines, je voulais un peu avoir votre point de vue, qui repose en partie sur le Web 3. Vous savez, vous devez connaître le jeu Axie Infinity, c'est-à-dire qu'on va développer ce qu'on appelle le Play to Earn, c'est-à-dire qu'on va vous récompenser si vous jouez, et c'est absolument vertueux, c'est très sympa, mais on a vu également ce qu'on appelle une forme d'esclavage naître, c'est-à-dire que des joueurs, ce jeu est né au Vietnam, vont jouer pour d'autres personnes. On est payé par heure pour gagner. Est-ce qu'il n'y a pas un danger un peu là-dedans? Qu'est-ce que vous en pensez? Un danger, il y a toujours des dérives. De toute façon, l'humain est fait pour créer des dérives. On le voit dans l'agriculture, l'écologie, vous avez des rassemblements de gens et finalement, on retrouve un exploitant qui voulait faire quelque chose de sympa, esclavager les différents intervenants. Donc il y a toujours des dangers. Il faut s'en prémunir. Maintenant, je crois que c'est le danger 3.0, quoi. Maintenant, on n'est plus à la merci de quelqu'un qui veut vous... Et encore que c'est très tendance, vous enfermer dans un camp et vous faire produire des patates bio et les revendre pour son compte sans vous permettre de vivre. Et aujourd'hui, on se retrouve dans ce type de danger-là.
Mais je crois que c'est assez anecdotique quand même. Oui, c'est anecdotique. Et puis le côté play to earn, c'est-à-dire on est récompensé pour ce qu'on a apporté dans le jeu, est extrêmement vertueux par contre. Oui, c'est ce qu'on fait à l'EGS pour le coup, puisqu'ils sont aussi récompensés avec une monnaie virtuelle à chaque fois qu'ils relèvent des quêtes et des missions. Et ils peuvent s'acheter des produits de partenaires ou des cartes cadeaux pour payer les courses, parce qu'on connaît la précarité étudiante, donc on essaie aussi de pousser dans ce sens. Donc il y a une vraie prise en compte globale, en fait, holistique, du parcours de l'étudiant, de l'étudiante, notamment chez vous. C'est la façon de créer aussi cette pédagogie à contre-courant. On le rappelle, on gamifie le parcours de vos candidats et de vos candidates à l'industrie du jeu vidéo. On les fait travailler autour d'univers dans lesquels ils vont avoir des quêtes à accomplir pour pouvoir, là aussi, finalement, engranger tout le parcours et tous les savoirs à maîtriser pour aller vers leur future carrière dans l'e-sport et pas que. C'est aussi le fait de se dire qu'encore une fois, on va aller chercher des talents qui réfléchissent peut-être pas comme les autres, mais qui justement ont raison de le faire différemment. Mais clairement, c'est totalement générationnel. On a aujourd'hui des passionnés, on le disait, qui ont un cadre de vie, qui ont une culture qui est différente de celle de nos aïeuls. Et en fait, ils réfléchissent complètement différemment. Et c'est important de pousser l'unicité pour que chacun trouve sa place dans la société, puisqu'il y a une place pour chacun. Alors demain, qui veuille... on va dire une bêtise, mais qui veulent être développeurs de jeux vidéo ou ébénistes, peu importe, en fait, tant qu'ils le font avec passion, avec envie. Et nous, on poussera toujours dans ce sens-là, clairement. Oui, parce qu'au-delà de l'inclusion des femmes, justement, dans les métiers du jeu vidéo et dans le secteur et dans la façon dont elles sont aussi représentées dans les jeux, Jennifer, il y a une proposition très forte avec Afrogameuse pour inclure tous les talents, quels soient. Tout à fait. En fait, on parlait de créativité et de richesse pour l'industrie tout à l'heure. Là, on est en plein dedans. Donc, si on veut créer des jeux plus inclusifs qui vont représenter aussi notre population, qui est consommatrice en fait de ce médium, il faut aussi aller voir les talents divers de par les origines, de par le genre, la sexualité, le handicap. En fait, tout ça, c'est des questions auxquelles il faut faire attention parce que c'est également les inclure en fait dans le processus de création ne pourra qu'être bénéfique plus tard au contenu qu'on va produire. Et donc cette richesse-là, on la trouve en recrutant ces talents, on la trouve en les formant directement dans les écoles et on la trouve une fois qu'elles sont également une fois dans l'entreprise en les poussant parce que ces talents, c'est des gens qui ont aussi des cultures diverses, qui ont des expériences de vie diverses. La question de la représentativité, elle est hyper importante aujourd'hui. C'est des joueurs et des joueuses qui décident enfin de prendre la parole grâce aux réseaux sociaux, grâce aux médiums qui nous sont mis à disposition pour dire ok, moi je paye tous les mois tel argent pour tel jeu, à un moment donné j'ai envie de me voir aussi dedans. C'est pas normal qu'aujourd'hui je ne puisse pas forcément créer la couleur de peau qui me correspond dans un jeu vidéo ou que je ne puisse pas trouver des cheveux texturés comme les miens dans les jeux vidéo alors qu'on arrive à créer des créatures absolument imaginaires. Donc il faut faire ce parallèle entre la réalité et effectivement la fantaisie. Et pour que ça arrive, il faut aussi inclure des personnes qui ont cette expérience mais aussi ce talent. C'est pas comme si des personnes, par exemple noires, qui souhaitent travailler dans le jeu vidéo n'avaient pas ce talent-là. Ça existe, donc il faut aller les chercher. Et justement, pour pouvoir mettre en dialogue, en discussion, ces talents si uniques, si particuliers et ces professionnels, vous participez à la 2e édition de Game Changers. C'est ce week-end à la Cité des Sciences et de l'Industrie, samedi 8 octobre. Est-ce qu'il y aura un moyen pour celles et ceux qui ne seraient peut-être pas à Paris de pouvoir assister au débat avec un stream éventuellement ou une reprise justement des contenus sur vos réseaux sociaux? Tout à fait. On va republier plus tard les vidéos des interventions. Donc on a la chance de recevoir plusieurs studios de jeux vidéo et de personnes qui travaillent là-bas, qui viennent raconter leur parcours, leurs témoignages. Et on va aussi profiter de cette occasion pour lancer une action très concrète, donc notre programme de mentorat qui va lier des professionnels avec des personnes, des étudiants ou des personnes en reconversion qui ont envie de travailler dans l'industrie. Tout simplement, il faut aller sur les réseaux sociaux d'Afrogameuse pour retrouver tout ça. Et comment on devient mentor? Parce que moi, mais Johan, j'imagine que Jennifer vous accueille si vous le souhaitez. Absolument, donc on prendra contact et on organise ça. Non mais vraiment, nous, si on peut aider, je pense qu'on va commencer à faire un réseau d'ailleurs de l'école du futur où vous allez pouvoir tous et toutes invités de cette émission échanger. Ça nous fait très plaisir justement de pouvoir vous mettre en discussion et en conversation. Guillaume, tu veux devenir mentor? Non, ça ira pour cette fois? Non, ça super. Enfin, moi,
Je vais venir, on est en train de créer un Discord École du Futur qui fonctionne bien. On va le lancer. On va le lancer. Merci infiniment, en tout cas, vraiment, Jennifer, pour Afrogameuse, d'être venue sur le plateau de l'École du Futur. Merci à Yoann Rousset d'être venu depuis Bordeaux pour nous parler de l'EGS, la première école e-sport unique en son genre. Et c'est en Europe et à Bordeaux surtout que ça se passe. Merci à Guillaume Gralet, comme toujours, pour ses idées derrière la tech. Et merci à vous surtout de nous avoir suivis. On se retrouve demain, vendredi, pour un dernier épisode de la semaine de l'École du Futur.